français, je m'excuse auprès de vous de ne pas parler portugais. Je vais essayer de parler doucement. Donc je vais essayer de parler doucement en français. Et donc si je vais trop vite, si vous voulez que je m'arrête, si vous voulez que je reprenne, n'hésitez pas à m'arrêter, à m'interrompre et à me demander. Je voudrais aussi bien sûr remercier Carolina et Élie de m'avoir invité à intervenir dans ce colloque. Et je me suis posé la question, je me suis demandé qu'est-ce que j'ai à dire sur le consensus et la production du consensus. Et je crois malgré tout que le thème de travail que je vais vous présenter aujourd'hui sur les ambiances a quelque chose à voir avec la production du consensus. Alors, avant de commencer à parler d'ambiance, je voulais vous montrer un court extrait vidéo qui dure 2 minutes. Je vous demande de le regarder attentivement. Si c'est possible de baisser la lumière. C'est un extrait qui a été filmé à côté de Grenoble, où j'habite, en France. Un espace extrêmement ordinaire. Voici donc un extrait de 2 minutes. Peut-être que vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose à voir, sans doute. Cet extrait, c'est d'une certaine manière, c'est une métaphore de la notion d'ambiance, telle que je vais en parler après. Alors pourquoi c'est une métaphore de la notion d'ambiance? Parce que peut-être que certains d'entre vous ont remarqué quelque chose, peut-être que d'autres n'ont rien vu, pas grand-chose. C'est un espace urbain, ordinaire, il ne se passe pas grand-chose, c'est très mort, sauf que c'est la nuit, et que si on regarde ce fragment différemment, on va voir quelque chose qu'on n'avait peut-être pas remarqué. Est-ce que c'est possible de rebaisser la lumière, s'il vous plaît? Donc je vais vous repasser ce fragment, mais en accéléré, rapidement.
qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous voyez un changement de lumière. L'éclairage public se met en route ici et l'espace lumineux se transforme. Une dernière fois. Vous voyez le changement de couleur en particulier. Si vous voulez, on pourra revenir sur cette vidéo plus tard, mais disons que c'est une métaphore de l'ambiance. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous parler en fait d'un terme qu'on a essayé de travailler avec Cynthia et Carolina et puis d'autres personnes, ce terme ambiance. Et en portugais, on a dit que ce serait ambiência et non pas ambiente. Donc c'est ambiência. Je vais vous parler de ambiência, en français malheureusement. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme d'ambiance? Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on peut en dire en France? Je vais commencer simplement par vous donner quelques éléments de l'usage en français du terme, mais en même temps tirer quelques conclusions de définition. La première chose, c'est de dire qu'on peut parler d'une ambiance sonore, lumineuse, olfactive par rapport aux odeurs, thermique par rapport à la chaleur. Et donc, une ambiance implique toujours un environnement qui va être plurisensoriel. Il y a toujours toutes les modalités sensibles sont impliquées dans une ambiance. Donc c'est une première chose importante. Le fait qu'avec l'ambiance, on a travaillé sur la perception et la perception sensible. Le deuxième élément, si on a des termes, très souvent en français, des associations, où on va parler d'une ambiance de gare, d'une ambiance d'église, d'une ambiance de bar, etc., etc. Et là, vous voyez que ce qui apparaît, c'est le fait qu'une ambiance est toujours située dans un cadre construit et aménagé. Ici, dans la vidéo, c'était le parvis du cinéma, devant le cinéma, avec la lumière, etc. Donc il y a un aménagement urbain qui est impliqué dans une ambiance. La troisième chose, c'est que l'ambiance, elle peut émerger, elle peut s'installer, elle peut décliner. Ici, on est dans une ambiance, elle a sa propre dynamique. Et donc, l'ambiance va impliquer toujours du temps, une dynamique temporelle. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question-là tout à l'heure. Quatrième dimension, une ambiance peut être qualifiée de triste, ennuyeuse, gaie, etc., etc. C'est-à-dire qu'une ambiance renvoie toujours aussi à ce qu'on pourrait appeler une tonalité affective, qu'en allemand on pourrait appeler une Stimmung, le fait que l'ambiance va renvoyer toujours un état affectif. Mais encore, une ambiance peut être conviviale, fusionnelle, conflictuelle. Donc là, vous voyez que ce qui est impliqué dans le terme, c'est la dimension sociale, la dimension collective d'une ambiance. Une ambiance va impliquer une manière d'être, mais une manière d'être ensemble, avec les autres. Dernier point, une ambiance peut stimuler, peut apaiser, entraîner. Donc, ça renvoie là à une expérience immédiate et corporelle, avant même peut-être le langage. C'est une question que je vais vous poser, mais vous allez dire certainement non, c'est pas vrai. En tout cas, il y a une implication corporelle de l'ambiance dans l'expérience qu'on en a. Donc voilà, six dimensions clés de l'ambiance qui m'amènent à proposer une définition très courte, très sommaire. Une ambiance serait un espace-temps éprouvé en termes sensibles. Ce cadre-là a été utilisé dans le cadre d'une recherche dont on va parler avec Cynthia et Carolina. On va parler des travaux qui ont été un peu impliqués dans un cadre comme celui-là. Donc voilà très très brièvement dit comment on pourrait aborder l'ambiance. Une autre façon pourrait être de dire que l'ambiance implique toujours du sensible, du social
et du construit, l'espace construit. Alors vous allez me demander qu'est-ce que cette notion d'ambiance a à voir avec la production du consensus. Peut-être qu'une façon de répondre à cette question, une façon de travailler sur la question de la production du consensus à partir de l'ambiance serait de poser la question de l'espace public et la question des espaces publics urbains. Qu'est-ce qui se passe quand on s'intéresse aux ambiances urbaines? Donc on va se poser un peu ces questions-là. Pourquoi travailler sur l'ambiance? Quel intérêt? Qu'est-ce que ça, l'approche des ambiances va nous apprendre de l'espace public? Qu'est-ce qu'elle aurait à dire sur la production de processus? Alors, si on prend un cadre très très large, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que si vous réfléchissez, si vous pensez à certains espaces urbains de la vie quotidienne, la plupart des espaces urbains, beaucoup d'espaces urbains de la vie quotidienne, sont l'objet d'une mise en ambiance de l'espace. Alors ça, c'est très très explicite dans certains espaces, en particulier les centres commerciaux par exemple. Les centres commerciaux, on sait très bien qu'il y a un travail volontaire et intentionnel de mise en ambiance de l'espace. On va en particulier avoir affaire à des phénomènes de conditionnement. On va régler la température, on va avoir des environnements sonores très calmes, on va éventuellement mettre de la musique d'ambiance, etc., etc. Donc voici un premier exemple où l'ambiance est de fait volontairement impliquée dans la conception d'un type d'espace qui serait un espace de type centre commercial, mall, shopping center, etc. Et là, on aurait affaire peut-être à une figure qui serait celle de la ville marchande. Qu'est-ce que c'est qu'un espace public soumis à une logique marchande? Eh bien, il implique des processus de conditionnement de l'ambiance. Et on pourrait faire passer comme ça plusieurs figures de la ville. Une autre figure serait celle de la ville spectacle. C'est ce que on va faire quand on s'intéresse au parc d'Athènes, à Disneyland, etc., etc. Là encore, on a des processus de mise en ambiance de l'espace. Là, c'est peut-être moins la question de conditionnement que de l'euphorisation, le fait de produire un espace qui est censé atténuer, voire neutraliser les conflits. Dans ce type d'espace-là, on fait tout pour qu'il n'y ait aucune tension, aucun conflit, que l'espace soit pacifié. On pourrait dire aussi des choses de l'ambiance à partir d'une autre figure de la ville. On pourrait appeler la ville-musée. Comment certains espaces, en particulier du centre-ville, des espaces très touristiques, vont être aménagés et donc vont être soumis à ce qu'on pourrait peut-être penser en termes d'aseptisation de l'espace, etc., etc. Donc je ne vais pas développer tout ça, mais simplement pour vous dire que peut-être qu'on a affaire actuellement à une nouvelle figure de la ville, qu'on pourrait appeler la ville sensible, mais que ce qui est intéressant, c'est que cette figure de la ville sensible traverse, c'est pas une figure supplémentaire, c'est une figure qui traverse l'ensemble des processus de transformation de l'espace urbain. Donc comment est-ce qu'à partir de la question sensible, comment est-ce qu'à partir de l'ambiance, on va pouvoir analyser ces processus de transformation de l'espace urbain? Alors, je vous parlais tout à l'heure d'espace public et je crois qu'il y a un vrai enjeu en matière d'espace public quand on s'intéresse aux ambiances. La première chose que j'essaie juste de vous dire à l'instant, et que je vous ai montré aussi par la vidéo, c'est que l'ambiance va fonctionner comme un arrière-plan de la vie quotidienne. On est toujours dans une ambiance. Ça ne veut pas dire qu'on le sait, qu'on en a conscience, qu'on remarque, qu'on verbalise l'ambiance dans laquelle on se trouve, mais on est plongé dedans, on est immergé dedans. Donc comment est-ce qu'à certains moments, on va prendre conscience de ce contexte sensoriel, ou à d'autres moments, le gommer, l'évacuer, l'oublier, etc. Le deuxième point,
le fait que selon les espaces, selon les lieux, les ambiances peuvent être plus ou moins contraignantes. Un espace public, un des critères d'un espace public, c'est qu'on puisse l'investir, on puisse interagir avec autrui et on puisse développer une certaine part d'improvisation dans l'espace public. Sauf qu'on s'aperçoit maintenant que dans certains espaces, eh bien, ils vont être de plus en plus contrôlés, réglementés. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a une normalisation d'un certain nombre de conduites. Bon, c'est vrai par exemple dans les parcs à thème, c'est vrai dans les centres commerciaux, c'est vrai, etc., etc. Donc, cette question de l'espace public, c'est-à-dire de la négociation de la relation à autrui, va avoir tendance à être atténuée. Autre point, je pense que Cynthia va certainement en parler, le fait qu'à partir de l'ambiance, quand on commence à étudier l'ambiance, le chercheur est immédiatement impliqué dans son objet. Il ne peut pas faire comme si il pouvait étudier l'espace urbain, les ambiances des espaces urbains, indépendamment de sa propre expérience. Donc comment est-ce que cette thématique-là, des ambiances, va impliquer aussi un mode de relation particulier entre le chercheur, les problématiques de recherche et les espaces, les territoires, les objets de recherche. Vous allez voir, je crois qu'à partir de l'exemple de Sao Paulo, on va en parler tout à l'heure, je crois, une des questions importantes qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait de l'espace urbain un espace public? Comment un espace urbain se construit du point de vue du public? Et là, on va précisément, vous allez le voir, je crois qu'on va en discuter tout à l'heure, voir comment, précisément, la question des ambiances peut être quelque chose qui permet d'analyser des conflits, des négociations, des différenciations sociales, des territorialisations, des marquages spatiaux différents dans un même espace. Un autre, et peut-être le dernier point, sur la production d'un consensus. Donc, de toute façon, on a l'habitude d'utiliser un certain nombre de méthodes, de méthodologies de terrain, et une de ces méthodes consiste à demander à des passants, à des habitants, de décrire leur expérience en marchant dans la ville. Donc on demande aux gens de marcher dans la ville et de nous raconter en même temps leur expérience, leur perception, leurs sensations au cours d'un déplacement. Mais on s'est aperçu que ce qui pouvait être très très intéressant dans la compréhension du consensus, de la production de consensus, c'est que il ne s'agit pas, c'est pas seulement de demander cette expérience à des habitants, mais aussi peut-être, au moins autant, à des professionnels de l'aménagement. Qu'est-ce qui se passe quand on demande à la fois des habitants de quartier, par exemple, mais en même temps à des architectes ou à des urbanistes de décrire leur propre expérience du même espace et quelles différences de point de vue émergent de cette confrontation. Donc là, on a peut-être une proposition de méthodologie permettant d'étudier la production d'un consensus entre des habitants et des professionnels de l'aménagement. Je termine sur ce point-là pour dire quoi? Pour dire que tout ce que je vous ai dit là veut dire qu'on parlait, je crois, si j'ai bien compris Carolina, mais avec toutes les réserves de portugais approximatifs, la question du sens commun. À mon avis, on est complètement dans cette question du sens commun. Et je crois que derrière tout ce que je vous dis, c'est le fait de prendre la question esthétique comme étant une question qui va être au cœur du politique. Donc là, je crois qu'il me semble que c'est un des biais, une des façons possibles d'approcher la question de la production de consensus quand on parle d'ambiance. Comment est-ce que des propos, des arguments dans politique sont impliqués ou impliquent de façon explicite ou implicite la question esthétique, la question de la sensorialité, la question du sens commun. Alors,
pour passer, je vais arriver à la fin, donc pour passer la parole à Cynthia et Caroline après, je voudrais juste vous présenter en deux mots une recherche qu'on vient de terminer il y a très peu de temps, il y a un mois, une recherche qui a duré plusieurs années, une recherche qui impliquait 5 pays et parfois une équipe dans un pays, parfois plusieurs équipes dans un même pays. Et l'idée là était d'étudier la production des ambiances urbaines dans des contextes socio-culturels très différents, mais aussi à partir de champs disciplinaires très différents. Par exemple, en Allemagne, il y avait un terrain d'études, un espace public, étudié par un groupe de géographes. Au Brésil, il y avait plusieurs équipes, dont le labeur, dont celle du CEDES, qui donc impliquaient l'analyse du discours, la psychologie sociale. En France, deux groupes, un plutôt de sociologues, donc celui que je représente, et puis un groupe de géographes. En Pologne, c'était plutôt des psychologues de l'environnement. En Tunisie, des architectes et des urbanistes. Donc l'objectif, là, c'était, premièrement, comment est-ce que des formes de vie sociale différentes, d'un point de vue culturel, impliquent, engagent, produisent des ambiances différentes. Donc là, l'hypothèse, c'était une ambiance va être à la fois l'opérateur et l'analyseur d'une forme de vie urbaine, mais aussi le fait qu'on avait affaire à des disciplines scientifiques différentes. Et donc, c'était comment, partant d'hypothèses théoriques, d'hypothèses méthodologiques, de perspectives disciplinaires différentes, on en vient à travailler à la notion d'ambiance. Donc l'intérêt, c'était à la fois le résultat obtenu sur des espaces publics étudiés, mais en même temps les chemins qui permettaient d'arriver à travailler sur cette thématique. Donc tout à l'heure, on va parler, je crois, de cette recherche. Je termine là, juste deux derniers points pour vous dire que l'année prochaine à Grenoble, donc, on organise un colloque international sur cette thématique-là, de faire une ambiance. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes bien sûr conviés à venir. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre les ambiances dans des processus de production, de transformation, d'émergence. Donc, des processus dynamiques liés à l'ambiance. Et puis, en même temps que le colloque, on va ouvrir un réseau international sur cette même thématique, où là, l'idée, c'est de faire se rencontrer un certain nombre de personnes, de chercheurs, d'enseignants, d'artistes aussi, qui sont intéressés par la thématique des ambiances, avec tout un ensemble de manifestations scientifiques qui sera organisé par la suite. Voilà, donc je m'arrête là, je laisse la parole à Cynthia. Ok.